Il était le fils du roi George V, frère d'Édouard VIII et de George VI. Il fut témoin de l'abdication de son frère et servit la monarchie avec discrétion. Il fut un défenseur actif de la couronne, avec une carrière militaire, un engagement dans le service public et une vie marquée par le sens du devoir. Il fut le dernier des enfants de George V à décéder, mais avant cela, il connut une profonde douleur en perdant son fils, William de Gloucester, mort dans un accident d'avion à l'âge de 30 ans. Et si vous appréciez déjà ce contenu, que vous fassiez déjà partie de la chaîne ou que vous veniez d'arriver, abonnez-vous, laissez un j'aime et dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire. Voici l'histoire d'un prince qui vécut dans l'ombre, laissant derrière lui un héritage de devoir et de résilience. Dans la vidéo d'aujourd'hui, Henri, duc de Gloucester. Le prince Henri naquit à 7h30 du matin, le 31 mars 1900, à York Cottage, une résidence située sur le domaine royal de Sandringham. La Grande-Bretagne vivait encore les derniers mois du long règne de la reine Victoria, une époque de grande confiance impériale et de profonde transformation sociale. Pour la famille royale, cependant, ce n'était que le jour de la naissance d'un nouveau petit-fils. Henri était le troisième fils du duc d'York de l'époque, le futur roi George V, et de la duchesse d'York, la future reine Mary. Devant lui, dans l'ordre de succession, se trouvait son grand-père, le futur roi Édouard VII, son père et ses deux frères aînés. Personne n'imaginait que ce garçon frêle et réservé jouerait un rôle important dans les événements qui allaient façonner la monarchie britannique tout au long du XXe siècle. Quelques semaines après sa naissance, Henri fut baptisé dans la chapelle privée du château de Windsor. Au sein de la famille, cependant, presque personne ne l'appelait par son nom officiel. Pour ses parents, ses frères et sœurs ainsi que ses proches, il était simplement Harry, un surnom affectueux qui l'accompagnerait toute sa vie. Dès son plus jeune âge, il était évident que Henri était différent de ses frères aînés. Alors que certains enfants de la famille royale faisaient preuve d'une grande vigueur physique dès leurs premières années, Henri semblait lutter constamment contre de petits problèmes de santé. C'était un enfant fragile, souvent sujet au rhume et aux maladies qui inquiétaient ses parents. De plus, il souffrait d'un problème aux jambes qui nécessita le port d'appareils orthopédiques pendant une partie de son enfance. Le traitement était inconfortable et souvent douloureux pour un garçon aussi jeune. Mais les difficultés de Henri ne se limitaient pas à sa santé physique. Il était extrêmement sensible et nerveux. Dans les moments de tension, il pouvait passer rapidement du rire aux larmes. Il souffrait également de troubles de l'élocution, ce qui affectait sa confiance en lui dès son plus jeune âge. Ces difficultés d'élocution le rendaient peu sûr de lui dans les situations sociales, surtout face à des personnes extérieures au cercle familial. Curieusement, son frère, le prince Albert, faisait face à des difficultés similaires. Tous deux grandirent en partageant des insécurités qui allèrent les rapprocher au fil des années. Aucun des deux ne possédait la confiance en soi naturelle dont faisaient preuve certains de leurs frères et sœurs, et tous deux durent apprendre à surmonter des limites qui auraient facilement pu définir leur existence. En 1909, alors que Henri n'avait que 9 ans, ses fragilités inquiétaient encore beaucoup ses parents. Le futur roi George V alla jusqu'à écrire au précepteur chargé de l'éducation de son fils, expliquant que Henri avait besoin d'une attention particulière. Le garçon était petit pour son âge, tombait souvent malade et ne possédait pas la même résistance physique que ses frères aînés. C'est peut-être précisément pour cette raison qu'une idée peu commune pour l'époque vit le jour. Traditionnellement, les enfants de la famille royale recevaient leur éducation à l'intérieur des palais, sous la supervision rigoureuse de précepteurs privés. Cependant, le précepteur de Henri pensait que le contact avec d'autres enfants pourrait l'aider à mûrir émotionnellement et à développer une plus grande indépendance. Le futur roi George V hésita d'abord. Comme beaucoup de parents de l'aristocratie, il s'inquiétait de l'influence que d'autres jeunes pourraient exercer sur son fils. Malgré tout, il finit par accepter la recommandation. Cette décision allait marquer une petite révolution au sein même de la famille royale. Henri devint le premier fils d'un monarque britannique à fréquenter une école ordinaire. L'expérience se révéla bien meilleure que ce que tout le monde avait imaginé. Après avoir intégré St. Peter's Court à Broadstairs, le jeune prince montra de l'enthousiasme à côtoyer des camarades de son âge. Loin de l'environnement excessivement protégé des palais, il commença à développer une plus grande confiance en lui. Pour la première fois, Henri pouvait simplement être un garçon parmi tant d'autres. Bien qu'il n'ait jamais été un élève brillant, il trouva quelque chose qui allait profondément changer sa vie, le sport. Le football et le cricket devinrent ses grandes passions. Sur les terrains de sport, ses complexes semblaient disparaître. Là, les titres, la naissance ou la place dans l'ordre de succession n'avaient aucune importance. Ce qui comptait, c'était la compétence, l'effort et l'esprit d'équipe.
Sa mère, la reine Mary, montrait parfois une certaine impatience face à cette obsession. À une occasion, elle alla jusqu'à se plaindre que presque toutes les lettres envoyées par son fils ne parlaient que de matchs de football, de résultats des matchs et des performances de ses camarades. Mais c'est précisément dans ces sports que Henri trouva quelque chose que les livres ne lui avaient jamais apporté, la confiance. Les amitiés nouées sur les terrains aidèrent le jeune prince à surmonter une partie de la timidité qui l'accompagnait depuis l'enfance. Ses camarades le respectaient non pas pour sa position au sein de la famille royale, mais pour sa personnalité amicale et l'enthousiasme qu'il montrait lors des activités sportives. En septembre 1913, Henry entra à Eton College, l'une des institutions les plus prestigieuses de Grande-Bretagne. Peu de temps après, l'Europe allait plonger dans la tragédie de la Première Guerre mondiale. Durant ces années turbulentes, Eton réunissait de jeunes gens qui joueraient plus tard des rôles importants dans l'histoire européenne. Parmi eux se trouvait le prince Léopold de Belgique, qui deviendrait quelques années plus tard le roi Léopold III. Sur le plan académique, Henri restait loin d'être un élève remarquable. Ses professeurs reconnaissaient qu'il ne montrait pas un grand intérêt pour les études théoriques. Cependant, il remarquait d'autres qualités qu'il considérait tout aussi importantes. Il était poli, obéissant et modeste, et faisait preuve d'un véritable esprit d'équipe. Ces caractéristiques plaisaient profondément à son père. Le roi George V valorisait par-dessus tout le sens du devoir, la discipline et l'humilité. Pour lui, le caractère d'un homme comptait bien plus que les réussites intellectuelles. Au cours de son adolescence, une transformation physique surprenante eut également lieu. Le petit garçon frêle commença à grandir rapidement. Les problèmes de santé devinrent moins fréquents et il gagna considérablement en robustesse. Avec les années, Henri allait finir par devenir plus grand et plus robuste que tous ses frères. En 1919, après la fin de la guerre, il entra au Trinity College à Cambridge aux côtés du prince Albert. L'expérience universitaire fut relativement brève. Le roi George V restait extrêmement prudent à l'égard de ses fils et imposa plusieurs restrictions à la vie étudiante des deux jeunes princes. Il ne jouissait pas de la même liberté que les autres étudiants de l'université. Malgré tout, Cambridge marqua la fin d'une étape importante. L'enfance difficile appartenait désormais au passé. Le garçon nerveux qui avait passé des années à affronter des problèmes de santé, des appareils orthopédiques et des difficultés d'élocution était devenu un jeune homme sain, discipliné et prêt à assumer de plus grandes responsabilités. Bientôt, Henri entamerait sa carrière militaire, une voie qui façonnerait profondément sa personnalité et le préparerait à des décennies de service au sein de la couronne britannique. Après avoir terminé ses études à Cambridge, le prince Henri suivit la voie qui l'attirait le plus depuis sa jeunesse, la carrière militaire. Contrairement à certains membres de la famille royale qui obtiennent pour la marine, il intégra l'armée britannique et reçut une formation à Sandhurst. Henri prenait sa profession très au sérieux. Il appréciait la discipline militaire, la camaraderie entre les officiers et la routine des casernes. Son plus grand désir était de servir comme n'importe quel autre officier de l'armée. Cependant, son statut de fils du roi George V lui imposait des limitations constantes. Chaque fois qu'une occasion de participer à une mission plus active se présentait, les responsabilités liées à la famille royale finissaient par l'emporter. Malgré cela, il continua à se consacrer au service militaire tout au long des années 1920. C'est également à cette époque que Henri commença à assumer de plus en plus d'engagements officiels au nom de la couronne. Il voyagea dans plusieurs pays, représentant son père lors de cérémonies et d'événements diplomatiques. Bien qu'il ait accompli ses fonctions avec compétence, elles ne suscitèrent jamais chez lui le même enthousiasme que la vie militaire. Alors que sa carrière progressait, sa vie personnelle connaissait d'importants changements. Après quelques relations durant sa jeunesse, Henri commença à se rapprocher de Lady Alice Montagu Douglas Scott, la sœur de l'un de ses amis les plus proches. Alice appartenait à l'une des familles aristocratiques les plus importantes de Grande-Bretagne. Intelligente, pragmatique et dotée d'un excellent sens de l'humour, elle possédait des qualités qui complétèrent parfaitement la personnalité réservée du prince. Avec le temps, la relation devint de plus en plus sérieuse. Après un long voyage officiel en Australie et en Nouvelle-Zélande, Henri décida qu'il était temps de fonder une famille. La demande en mariage, selon les souvenirs qu'Alice évoquerait elle-même des années plus tard, était loin d'être une scène romantique digne des contes de fées. Au cours d'une promenade, Henri fit simplement sa demande de manière discrète et presque timide. Cela lui ressemblait tout à fait. Le mariage eut lieu en novembre 1935. Initialement, la cérémonie devait se dérouler à l'abbaye de Westminster. Cependant, quelques semaines avant la date prévue, le père d'Alice décéda.
Par respect pour le deuil de la famille, les projets furent modifiés et le mariage eut lieu dans la chapelle privée du palais de Buckingham. L'union se révéla extrêmement heureuse. Alice comprenait son mari comme peu de personnes en étaient capables. Son équilibre et sa tranquillité aidaient à compenser les complexes que Henry portait depuis l'enfance. Mais alors que les jeunes mariés construisaient leur vie ensemble, une crise sans précédent ébranlait la monarchie britannique. En janvier 1936, le roi George V décéda. Le trône passa à l'aîné de Henri, qui devint le roi Édouard VIII. Cependant, ce nouveau règne ne durerait pas un an. Déterminé à épouser Wallis Simpson, une Américaine divorcée, Édouard provoqua une grave crise constitutionnelle. En décembre de cette même année, il prit la décision qui allait changer à jamais l'histoire de la famille. Il abdiqua du trône. La couronne passa alors à un autre frère de Henri, le prince Albert, qui devint le roi George VI. Une fois de plus, Henri vit sa vie transformée par les événements qui frappèrent sa famille. Au cours des années suivantes, les tensions internationales augmentèrent rapidement. En septembre 1939, la Grande-Bretagne déclara la guerre à l'Allemagne. La Seconde Guerre mondiale commençait. En tant qu'officier expérimenté, Henri reprit d'importantes fonctions militaires. Bien que sa position au sein de la famille royale l'ait empêché de participer à certaines opérations de combat, il travailla à des missions de coordination et de liaison entre différents commandements des forces armées. En 1940, il échappa de peu à un épisode qui aurait pu lui être fatal. Le véhicule dans lequel il voyageait fut attaqué par des avions ennemis et Henri subit des blessures légères. Alors que la guerre se répandait à travers l'Europe, une autre bataille se livrait silencieusement au sein de son foyer. Henri et Alice désiraient désespérément avoir des enfants, mais le chemin vers la parentalité s'avéra douloureux. Alice subit 2 fausses couches, des pertes qui causèrent une profonde souffrance au couple. Pendant des années, ils vécurent entre l'espoir et la frustration, sans savoir s'ils parviendraient à fonder la famille qu'ils désiraient tant. C'est au cœur des années sombres de la guerre qu'une nouvelle arriva enfin, capable d'illuminer leur existence. Le 18 décembre 1941, le premier enfant du couple, le prince William, naquit. Pour Henri et Alice, ce fut un moment de bonheur indescriptible. Alors que le monde était consumé par le conflit, ils pouvaient enfin célébrer l'arrivée de l'enfant qu'ils avaient attendu si longtemps. La naissance de William apporta un nouvel élan au couple et transforma complètement la vie de Henri. Le prince, qui avait passé sa jeunesse entre les casernes et les engagements officiels, découvrait désormais la joie de la paternité. 3 ans plus tard, alors que la guerre touchait à sa fin, la famille reçut une nouvelle bénédiction. Le 26 août 1944, le deuxième enfant, le prince Richard, naquit. Avec 2 garçons en bonne santé, Henri et Alice avaient enfin la famille dont ils avaient rêvé. Peu de temps après, une nouvelle responsabilité allait surgir. En 1945, à la fin de la guerre, Henri fut nommé gouverneur général de l'Australie, devenant ainsi le représentant officiel du monarque britannique dans ce pays. Alice s'adapta rapidement à sa nouvelle vie et gagna une immense sympathie auprès des Australiens. Quant à Henri, il aborda cette mission avec le même sens du devoir qu'il avait démontré tout au long de sa carrière. Pendant les années qu'ils passèrent en Australie, le couple vécut certains des moments les plus heureux de leur vie commune. Leurs enfants grandissaient en bonne santé, la guerre était terminée et pour la première fois depuis de nombreuses années, il semblait que l'avenir ne réservait que de la tranquillité. Après leur retour d'Australie, le prince Henry et Lady Alice reprirent leur vie au Royaume-Uni. La famille partageait son temps entre Barnwell Manor, dans le Northamptonshire, et les engagements officiels liés à la monarchie. Bien qu'il n'ait jamais occupé une position aussi centrale que celle de ses frères aînés, Henri restait une figure respectée au sein de la famille royale. Au cours des décennies 1950 et 1960, il représenta la couronne lors de diverses occasions importantes. En 1953, il était présent au couronnement de sa nièce, la reine Élisabeth II. Pour Henri, ce moment avait une signification particulière. Il avait connu la jeune princesse depuis sa naissance et assistait maintenant à l'ascension d'une nouvelle génération sur le trône britannique. Aux côtés d'Alice, il continua à effectuer des voyages officiels et à remplir des engagements publics. À plusieurs reprises, il représenta également la couronne lors de cérémonies religieuses et institutionnelles. La vie semblait suivre son cours paisiblement, mais les années faisaient ressentir leur poids. En 1965, au retour des funérailles de Sir Winston Churchill, Henri subit le premier d'une série d'AVC qui allait bouleverser complètement sa vie. L'attaque fut si grave qu'elle provoqua un accident de voiture pendant le trajet. Bien qu'il ait survécu, sa santé ne serait plus jamais la même. D'autres AVC suivirent au cours des années suivantes.
Peu à peu, le prince perdit l'indépendance à laquelle il avait toujours tenu. Il finit par devenir dépendant d'un fauteuil roulant et eut d'énormes difficultés à communiquer. Pour un homme qui avait consacré toute sa vie au service public et à la carrière militaire, ce fut une transformation douloureuse. Malgré tout, sa lucidité resta préservée pendant une grande partie de cette période. En 1967, il fit sa dernière apparition publique lors de l'inauguration d'une plaque en hommage à la reine Mary, sa mère. Les observateurs remarquèrent immédiatement à quel point il était affaibli. L'ancien officier de l'armée, autrefois connu pour sa prestance imposante, paraissait désormais très vieilli et physiquement diminué. Alors que la santé de Henri se détériorait, Alice devint sa principale soignante. Pendant des années, elle resta à ses côtés, affrontant chaque difficulté, chaque traitement et chaque nouvelle limitation imposée par la maladie. En mai 1972, la famille royale dut faire face à un nouvel adieu. Le duc de Windsor, anciennement le roi Édouard VIII, frère aîné de Henri, décéda. En raison de son état de santé fragile, Henri ne put assister aux funérailles. Ce fut une absence douloureuse. Parmi les 6 enfants du roi George V et de la reine Mary, il ne restait désormais plus que lui. Quelques mois plus tard, en juillet 1972, son plus jeune fils, le prince Richard, se maria, mais Henri était trop affaibli pour participer pleinement aux célébrations. Puis, le 28 août de cette même année, le pire arriva. Son fils aîné, le prince William, mourut dans un accident d'avion à l'âge de 30 ans. William était considéré comme l'un des membres les plus prometteurs de la nouvelle génération de la famille royale. Intelligent, populaire et charismatique, il était aussi profondément aimé de ses parents. La nouvelle dévasta Alice, mais un terrible dilemme se posa. Henri était extrêmement affaibli par les AVC successifs. Craignant que le choc ne puisse aggraver encore davantage son état, Alice décida de ne pas lui annoncer immédiatement la mort de leur fils. Des années plus tard, dans ses mémoires, elle révéla avoir pris cette décision pour le protéger. Cependant, Alice elle-même admit que Henry avait peut-être découvert la tragédie par lui-même. La couverture médiatique fut intense, et il était possible qu'il ait vu les informations à la télévision. Selon Alice, peu de temps après, il sembla sombrer dans une tristesse profonde et soudaine. Les derniers mois de sa vie se déroulèrent dans le silence. Sa santé continua de se détériorer lentement, tandis qu'Alice restait à ses côtés, lui offrant le même soutien et la même dévotion qui avait remarqué près de 40 ans de mariage. Finalement, le 10 juin 1974, le prince Henry s'éteignit à l'âge de 74 ans. Avec son décès, disparaissait le dernier fils survivant du roi George V et de la reine Mary, mettant définitivement fin à une génération de la famille royale britannique, qui avait été témoin de la fin de l'ère victorienne, de 2 guerres mondiales et de profondes transformations de la monarchie. Son plus jeune fils, Richard, hérita alors du titre de duc de Gloucester. Alice, fidèle compagne de vie, survécut à son mari pendant 30 ans. Elle décéda en 2004 à l'âge de 102 ans, devenant ainsi le membre le plus âgé de l'histoire de la famille royale jusqu'à ce moment-là. Henry fut inhumé au cimetière royal de Frogmore, situé près du château de Windsor.